Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la 4e phase de la 3e lune d'été qui a démarré aujourd'hui 10 septembre, jeudi 10 septembre à 11h25 pour le dernier quartier et qui s'achève le 17 septembre à 13h avec la nouvelle lune. Donc, c'est donc la 4e phase. Et donc, la phase finale de cette lunaison d'été. Et donc, vous voyez, on arrive à la nouvelle lune le 17 septembre. Donc, on va entamer une 4e lunaison d'été qui prendra donc fin le 15 ou le 16 octobre pour, je n'ai pas regardé la date exacte, de la suivante nouvelle lune. Donc, on va être en mode lunaire encore été jusqu'à la mi-octobre. Ce sera le 16 octobre, la nouvelle lune. Le 16 octobre, voilà. Merci Michel. Donc, voilà, déjà pour l'instant, pour cette semaine, je vais partager l'écran et nous allons faire un petit tour avec Stellarium des spectacles que nous offre la Lune cette semaine, sachant que comme c'est le dernier quartier, attendez, j'ai oublié de partager l'écran, sachant que comme c'est le dernier quartier, eh bien, nous allons la voir se lever de plus en plus tard après la minuit, en deuxième moitié de nuit. Donc, aujourd'hui, elle se lève à la minuit, je dis ça veut dire à la moitié de la nuit, aux alentours de 2h moins le quart. Et de jour en jour, elle va se coucher, elle va se lever de plus en plus tard. Voilà, écran partagé. Toujours. Ouais. C'est bon. Moi, je l'ai vu ce matin à 5h chez moi. J'ai vu Vénus, la Lune, Mars qui brille de plus en plus. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, vous verrez aussi les magnifiques photos. Il y en a une, il y a plein eu des. Il y a eu la conjonction Lune-Mars cette semaine, le 6, avec, pour ceux qui étaient au sud de l'Europe, il y a eu une occultation de Mars par la Lune. Et il y en a un, je vous partage l'article, là. Vous voyez l'article, il y a une photo. Wow, elle est travaillée la photo, mais elle est belle. De Mars. Occultation de Mars par la Lune, je ne peux pas m'empêcher de vous la partager. Elle est vraiment belle. Voilà. Alors, oui, je l'ai vue, oui, je l'avais regardée, oui. Waouh. Oui, elle est jolie. Ouais. Franchement. Ouais. Voilà. Alors, revenons du coup à cette semaine. Et donc, cette semaine, on va partir avec Stellarium. On va mettre d'abord. Arrêter le défilement du temps. Mettre l'heure dont on va commencer. Donc, par ce matin, elle était conjointe à Elnat. Alors, on va se mettre à 6h du matin. Allez. Donc, cette semaine, la Lune est visible le matin, car quand elle est décroissante, elle est visible le matin. C'est très mémotechnique, ça. Quand on voit la Lune le soir, c'est qu'elle est croissante. Quand on voit la Lune le matin, c'est qu'elle est décroissante. Ça, c'est déjà réglé comme du papier à musique. Alors, donc, on la voit du côté de l'Est le matin. Et donc, ce matin était quand même, elle culminait. Aujourd'hui, elle culmine au petit matin, puisqu'elle se lève au milieu de la nuit. Et donc, elle était conjointe à ces étoiles. Vous voyez, je peux afficher les constellations. Elnat, c'est elle. Voilà. Donc, je vais mettre moins d'informations sur l'étoile parce que c'est trop chargé. J'en mets le nom. Voilà, ça suffira. Donc, on va avancer de matin en matin. Et donc, demain, elle passe à son nœud ascendant. Alors, on va voir tout à l'heure aussi tous les... Et vous voyez, elle est juste en dessous de... Du coup, elle est juste en dessous d'Elnat. Et je vais me centrer sur la Lune et je vais afficher sa phase. Aussi, augmenter la taille de la Lune. Voilà, vous voyez un peu les manips de Stellarium par la même occasion.
Donc, voilà, c'est plutôt, voilà, cette nuit à 6 heures, elle est juste sous l'étoile Elnat. Le lendemain, donc, le 12 au matin, elle est conjointe à Alena, c'est cette étoile. Mais elle frôle aussi cette étoile qui s'appelle Mepsuta, qui est le genou de Castor. Voilà. Là, elle est grossie, hein, elle est un peu plus petite que ça normalement, proportionnellement, mais c'est pour qu'on voit sa phase. Donc, devant les Gémeaux, donc, vous voyez, c'est la constellation des Gémeaux. Je peux afficher aussi le nom des constellations. Ça permet de se repérer un peu mieux. Le 13, elle arrive conjointe à Pollux. Voilà, Pollux. Donc, le 13, la Lune est conjointe à Pollux. Elle fait sa balade devant les Gémeaux, n'est-ce pas? Le 14, attention, le 14, elle est avec Vénus devant l'amas de la crèche. Et là, il y aura un tableau magnifique. Vous voyez, elle est de plus en plus bas. Hein, 6 heures du matin, le 14, elle n'est déjà plus qu'à une petite dizaine de degrés de hauteur. Donc, avec Vénus et l'amas de la crèche qui est ici. Donc là, un fin croissant de lune, la très brillante Vénus et l'amas de la crèche qui est là, aux jumelles. Un tableau magnifique. Et puis d'ailleurs, Vénus reste visible dans le même champ de jumelles depuis pour une huitaine de jours. Donc là, c'est à peu près au milieu, donc depuis 4-5 jours et encore pour 4-5 jours après le 14. En fait, à partir d'aujourd'hui, voilà, et jusque vers le 18 septembre, on peut les voir Vénus et l'amas de la crèche dans le même champ de jumelles. Mais le 14 au matin, le croissant de lune vient s'y ajouter. Ça, c'est un très beau tableau. Sauf que pour voir l'amas de la crèche, il faudra sûrement des jumelles. Et donc, avant. Pardon. Excuse-moi, là, une question qu'on pourra peut-être traiter tout à l'heure ou après. Je voudrais savoir si aujourd'hui, la Lune n'est pas conjointe à Sirius, à l'étoile. Sirius, c'est un scorpion. Je vois ce que tu veux dire, mais regarde ce que ça donne. Regarde ce que ça donne. On va revenir à aujourd'hui. Je crois que c'est pas faux si tu veux, mais regarde où est la Lune et regarde où est Sirius. Sirius est tellement en dessous du plan de l'écliptique et du plan équatorial. Oui, tu peux dire, elle est conjointe à Sirius. Attends, on va afficher la grille. Mais attends, elle est un scorpion alors. La Lune, là, elle est en taureau. Enfin, elle est devant la constellation du taureau, elle est dans le signe des Gémeaux, là. Oui, voilà, elle est dans le signe des Gémeaux. Voilà. Ah non, je confonds avec Gaspetica. Et donc, tu vois. Je confonds avec Gaspetica, oui. Donc, Sirius et Gémeaux, d'accord. D'accord. Ok, ouais, je ne pensais pas ça, ouais. C'est par rapport à l'écliptique. Il faut regarder ça. Ben, soit par rapport. Alors, attends, le plan de l'écliptique. Non, ça, c'est le méridien. Oui, en fait. Ça, c'est l'écliptique. Voilà le plan de l'écliptique. Et le plan équatorial. Ben, je t'affiche la grille équatoriale, je ne sais plus. Voilà, donc, le plan de l'équateur, c'est plus 10, plus 30, plus 20, plus 10, 0, il est là. Donc, Sirius est bien sûr bien en dessous. Hein. Et la Lune est toujours relativement proche du plan de l'écliptique, ce qui n'est pas ce cas de... Voilà, le plan de l'écliptique, c'est le chemin apparent du Soleil devant les étoiles, autour duquel il y a le zodiaque, la bande au-dessus et au-dessous. Ouais, tu vois, Vénus est légèrement en dessous. Les planètes ne s'écartent pas de plus que 5 degrés, 7 degrés Mercure, du plan de l'écliptique au-dessus ou au-dessous. Et la Lune, pareil, 5 degrés, c'est la Lune qui s'écarte de 5 degrés. Mercure de 7. Et donc, tout ce qui est, tu vois, le reste, on peut le regarder, mais c'est une conjonction, elles sont loin quand même. Hein. Voilà. Oui, d'accord. On est d'accord. D'accord. Parce que c'est aussi lié à la latitude. Terrestre. À l'inclinaison des latitudes de chaque planète. En l'occurrence, là, la Lune, elle a quasiment... la Lune varie en latitude céleste, mais pas les planètes. Enfin, elle varie au rythme de la précession des équinoxes uniquement. La longitude et la latitude des planètes est fixe. Enfin, pas fixe parce qu'en fait, il y a la précession des équinoxes, mais si tu enlèves ces paramètres, c'est fixe. Sirius est toujours la même latitude.
Elle évolue très. Oui, ça bouge pas, ça bouge pas. Voilà. Il y a la Lune et les D'accord. planètes varient en latitude, effectivement. Mais les étoiles, non, Ouais. elles sont fixes. C'est le principe. Enfin, elles sont dites fixes parce que leur, Par rapport, oui, leur d'accord. déplacement ne tient pas, n'est pas dû à leur appartenance au système solaire, puisqu'elles sont très, 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 très loin derrière, en ligne de fond, D'accord. en tableau. C'est le décor de fond. Enfin. D'accord. Elles sont loin du système solaire, d'accord. Oui, c'est l'arrière-scène, C'est ça. Ouais. comme au théâtre. C'est ça. Donc on Bon, revient au excuse-moi, mais bon, 14 voilà. avec la Lune conjointe à Vénus, donc, n'est-ce pas? Qui est la seule planète Et du dit- matin. Enfin, non, c'est pas la seule planète du matin. On va voir, on va faire le tour des planètes. Mais dans le ciel du matin, voilà, c'est elle qui brille. Hein. Saturne et Jupiter Oui, sont maintenant couchés. Mars culmine et Vénus brille à l'est le matin. Et Mars, attention. Hein. ouais. Alors on avance le 15, je me mets. Le 15, la Lune arrive devant la constellation du Lion. Le 16, elle est conjointe à Régulus, qui est ici. Vous voyez, on commence à plus l'avoir de trop. Il va falloir l'attendre un peu. Le 16, c'est le jour du dernier croissant. Donc, c'est normal qu'on ne la voit pas beaucoup. Hein. Le dernier Le 17, croissant, ouais. donc, juste avant le lever du jour. Et voilà. Et après, ciao, on ne verra plus rien. Donc, le 17, c'est la nouvelle Lune. On ne voit plus la Lune. Voilà pour la Lune au fil de la semaine, qui atteint donc sa latitude, vous voyez, maximale le 17. J'enlève le sol, je reviens 1 heure en arrière. Non, j'enlève le sol. J'enlève le sol. Vous voyez, on voit bien qu'ils sont conjoints. Et qu'elle est au-dessus du soleil. Et là, je remets la grille écliptique. Oui, d'accord. Non, c'est celui-là. Voilà, l'écliptique, vous voyez, le soleil est forcément sur la ligne, c'est lui qui la trace. Et la Lune et les planètes peuvent aller au-dessus, comme c'est le cas, ou au-dessous. Voilà. Bon, après, entre-temps, aujourd'hui, elle passe à son nœud ascendant. Alors, maintenant, C'est aujourd'hui qu'elle tout est le sur long son de la ascendant. semaine, elle est D'accord. entre son nœud ascendant et sa latitude maximale. Nœud Ah, ascendant, ouais. ça veut dire qu'elle traverse Voilà, c'est ça. l'écliptique. C'est ça. Donc, on continue. Maintenant, on va voir les planètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des événements planétaires assez lourds quand même. Enfin, il y a notre Mars qui devient donc rétrograde. Ça y est, il l'est, puisque c'était cette nuit qu'il était stationnaire et entré en rétrogradation. Donc, pour 2 mois, il va être à l'opposition. Je vais montrer Mars alors. Mars donc culmine au petit matin. Vous voyez, même un peu passé sa culmination. Et elle est bien passée, hein, parce que maintenant, Mars donc culmine et de plus en plus rouge. Et alors maintenant, pratiquement au début de la nuit, elle se lève. Comme elle entre en rétrogradation, elle se lève encore plus de plus en plus tôt, de plus en plus vite. Voilà, elle culmine vers 4 heures du matin. Elle est donc, on va la regarder, elle est donc devant les poissons, la constellation des poissons, tout près de Uranus, qui est là. Et ben voilà, l'écart le plus étroit entre les deux planètes est atteint, je ne sais plus précisément quel jour, mais ça doit être aujourd'hui ou demain, puisque Mars maintenant devient rétrograde. Hein. Les deux sont rétrogrades, mais évidemment, comme entre Jupiter et Saturne, on peut l'observer également en ce moment. Bon, Mars, jusqu'à présent avancé, se rapprochait d'Uranus, fort intéressant, et à partir d'aujourd'hui, elle va reculer plus vite que ne recule Uranus. Donc, à nouveau, l'écart va se creuser jusqu'à ce qu'elle reprenne son mouvement direct, et là, bloum, elle sera conjointe à Uranus au mois de janvier. Mais donc, on passe à côté de... C'est un événement peut-être, en tout cas, un événement qui pourrait être explosif, retenu, Mars se retire. Et on a l'impression qu'on va faire chauffer le moteur avant que ça démarre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a l'opposition de Neptune, c'est le 11, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, enfin demain soir plutôt, oui, le 11 plutôt. Soleil-Neptune. Soleil opposé Neptune. Donc, en héliocentrique, oui, le 11 à 22h, 11, Soleil opposé Neptune, ce qui équivaut à Terre conjoint Neptune. Je vais montrer les thèmes. Oui. Bon, du 10, parce qu'on est tout près, le 10.
Donc, vous voyez, Soleil opposé Neptune, c'est dans le 20e degré du signe de Vierge Poisson. C'est sur mon Mars, je comprends de beaucoup de choses. Bon, d'accord. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi. Et presque. Voilà. Donc, en héliocentrique, c'est une conjonction Mars-Neptune. Tout près de Mars, d'ailleurs, qui vient de doubler Neptune et que la Terre va doubler ensuite, je crois, le 6 octobre, l'opposition de Mars, donc conjonction Terre-Mars. Donc, voilà, on a Neptune, l'opposition de Soleil-Neptune qui met Neptune dans sa plus grande valeur, donc son immense valeur de masse nébuleuse et pleine de. C'est infiniment. Pilotage à vue. Complexe. Le pilotage à vue. Pardon. Le pilotage à vue. Depuis. Le pilotage Neptune, c'est le pilotage à vue. Le gouvernement qui ne sait pas trop y va. Au niveau du gouvernement, oui. De toute façon, il y a une opposition Soleil-Neptune, c'est tous les ans. Alors. Oui, mais c'est à ce moment-là. Il est en poisson vierge, en vierge poisson depuis déjà 2000. Oui, 15, 8, 9, même 10, avant. 11, je ne sais plus. 10, ouais. 10, ouais. Voilà, donc depuis 2010, les oppositions Soleil-Neptune se font en poisson et avancent un peu chaque année au rythme de l'avancée de Neptune. Donc on en a encore pour pas très longtemps, 3-4 ans. 5 ans, je crois. 5 ans, ouais. Oui. Et donc, c'est vrai que ça axe c'est l'axe santé-maladie, l'axe des soins, l'axe de l'attention aux détails et des choses insaisissables. On est dans les toutes petites dimensions, le monde intérieur, tout ce qui nous meut, tout ce qui meut nos émotions. On a parlé beaucoup, on a déjà parlé d'une vague qui se soulève. On a vu la vague commencer à se soulever avec Mars qui est passé sur Neptune en héliocentrique, la Terre qui y arrive, dans cette grande belle figure. Non, ça fait pas de cerf-volant. Ça presque. En fait, c'est Uranus-Neptune qui bouclerait le cerf-volant, mais il n'y est pas quand même. Donc il y a de la dynamique et il y a du bancal. Et il y a du structuré dur. Ça résiste. Il y a du. Et effectivement, ça résiste encore. Ouais. Au niveau des relations humaines, la Lune en 8 en Gémeaux, toute tensionnelle comme ça. Pas très. Assez fragile. On a l'impression d'un truc qui tombe en miettes, entre une Lune en Gémeaux, comme ça, en 8 et au double carré de l'opposition Soleil-Neptune. C'est un immense. C'est au niveau de notre inconscient, c'est au niveau de nos couches profondes là que ça travaille. Il y a de toute façon plein de manières une décomposition qui s'active et du coup quelque chose de nouveau qui cherche à faire surface, parce que n'oublions pas que Neptune est une fonction ascendante. Je remonte le RET. Neptune est une fonction ascendante, mais seulement ça ne monte pas suffisamment haut pour être satisfaisant et apporter une réponse, une gratitude, quelque chose de rassurant. Ça reste au niveau de l'existence et ça remue les tripes. Voilà ce que ça fait, Neptune. Bon, troisième événement planétaire important, je reviens sur le thème. C'est la reprise du mouvement direct de Jupiter, justement. Bon, restons sur la RET. Jupiter, elle reprend son mouvement direct. Mars se met à reculer et Jupiter reprend son mouvement direct. Vous voyez, cette semaine, les fonctions planétaires impliquées, c'est Mars, Neptune, Jupiter. Il y a de l'activation et en même temps de l'énergie rentrée, là, pour l'instant, on dirait avec Mars qui se met à rétrograder.
de l'énergie toute neuve pourtant, hein, c'est de l'énergie bélier, elle est toute neuve, cette énergie. Et là, pardon? C'est un peu l'étincelle parce que le carré Mars en carré à Jupiter, Pluton, Saturne d'un côté et Neptune, et Vénus de l'autre. Oui. Alors ça, c'est vrai en objet, c'est vrai en relation, mais en objet, c'est carré à la Lune. C'est vrai aussi. Donc, et en plus, il y a Mars et Vénus en carré. Donc moi, je pense qu'il y a je sais pas comment dire ça. C'est un pétard mouillé ou quoi? Ou c'est l'inverse? Oh, c'est l'inverse. Là, c'est un truc qui couvre bien. Justement, Oui, alors, à mon avis, alors, Jupiter reprenant son mouvement direct, ben, ça va se mettre. Il va y avoir des tas de choses qui vont se composer maintenant, là, qui se sont préparées et maintenant qui vont se composer. Donc, effectivement, au niveau des forces de l'ordre, on devrait voir arriver quelque chose, des forces de l'ordre, de la défense et de la sécurité intérieure. Hein. On devrait voir arriver quelque chose de majeur. Alors, c'est pour ça que je t'ai communiqué cette page Facebook, là, toute nouvelle, hier, Christophe. Je me suis dit, punaise, ça, c'est en rapport avec à la fois cette irruption, Mars-Uranus, on voit quelque chose de militaire ou un ordre supérieur qui s'impose. Quand tu sais que la police, la hiérarchie policière a peur de la révolte interne. Ben, c'est que ça couvre dedans, oui, c'est pour ça. Ben oui, ça couvre. Oui, c'est ça. Mais à mon avis, c'est ça. Hein. On voit ça. Tu vois, cette page Facebook que je t'ai montrée hier, c'est ça, mais c'est des gens super clean, quoi, qui ont lancé ça. Oui, oui. Magnifique. C'est réjouissant. Mais je veux dans le cadre enchaîné. Hein. Oui. Là, voilà, ce que je t'ai dit, là, c'est marqué dans... Ils ont peur, c'est le cadre enchaîné qui raconte ça. Ils ont peur de l'étincelle, en fait. On va allier, là, cette semaine, allier l'étincelle. Mais voilà. Et en fait, mais ils ont tort d'avoir peur, je pense, parce que ce sont que des gens conscients et responsables, justement, qui sont à cette initiative et qui sauront vraiment mener l'affaire et manager l'affaire. Donc, les peurs au panier, mais c'est vrai que les peurs, elles sont toutes là, voilà. Ah bah oui, c'est vrai, avec Neptune, Poisson, on tremble de peur quand même. Mais, car voilà, là aussi, il y a l'axe du tremblement, là, on tremblote, dans l'axe Vierge Poisson, on tremble au carré des Gémeaux. Vous voulez des maladies où on tremblote? Eh bien, c'est... Donc, ça tremblote. Bah, pouette, on a peur. Regardez pourtant en héliocentrique, comme le thème est souple et structuré. Oui, il est beau. Ça passe tout seul. Ouais. Non, après, au niveau sujet, c'est local, on ne va pas s'attarder. Et donc ça, c'est le thème du 10, mais je vais passer au 17 pour la fin de la semaine et la nouvelle lune qui va donc inaugurer le mois qui vient à venir, enfin le mois, les 4 semaines à venir. Donc, il nous reste 10 minutes à partir de cette nouvelle lune. Donc, en Vierge en maison 10. Pourquoi ça ne s'affiche plus? Donc, en Vierge en maison 10, avec une Vénus en Lion en 9, youpi, carré à Uranus. Oh là, ça va falloir faire le cacou. Hein, ascendant Scorpion. Ça annonce plutôt du beau temps, pour commencer en tout cas. Surtout qu'avec Mercure en Balance et une Vénus en Lion, hein, une petite surchauffe peut-être, une petite surchauffe oui, de température. Hein, mais ça nous manquait. C'est le cas là. Ouais. Ah, c'est la nouvelle lune du 17. Oui, ça c'est la nouvelle lune, ouais. Oui, la surchauffe, elle est déjà. Aujourd'hui, cet après-midi, tout d'un coup, ouais. Oui. La température vient de monter. Voilà, ouais. Bon. Alors, alors un petit détail encore à propos de l'opposition de Neptune et donc la conjonction Terre-Neptune en héliocentrique, c'est que pendant ce temps, notre petit Mercure, alors regardez, aujourd'hui le 10, il descend l'échelle à toute vitesse.
Il a passé à son nœud ascendant, à son nœud descendant. Il a passé Saturne-Jupiter, donc. Et cette semaine, il part de là et il arrive en bas et il arrive là à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'il passe en parallèle de latitude Uranus, je crois que c'est aujourd'hui, Vénus, Pluton, Neptune et Mars. Et dans l'autre sens, on a Vénus qui passe en parallèle avec Mars également. Donc, en même temps que l'opposition de Neptune, il nous fait bien, il secoue des couches. Vous voyez, mais c'est des couches, c'est des strates, comme ça en latitude. C'est quelque chose qu'il faut imaginer, faire une représentation mentale, c'est pas des directions, c'est des couches en latitude. Donc ça active encore cette opposition. Donc c'est cette opposition de Neptune avec qui marque encore la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, la nouvelle lune du 17. Donc une grande vague. Va-t-on se réfugier encore dans la peur, les masques et compagnie? C'est pas là, c'est pas très engageant pour l'instant. Les masques, c'est pas appliqué. Hein. Ah ben, tant mieux. Hein. Encore, puis de moins en moins, ça va l'être parce que au niveau de la vague, il n'y a qu'à voir la quantité de nouvelles qui proviennent de médecins qui osent dire ce qu'ils pensent. Et d'abord, ils disent tous que il y a plus d'épidémie, il y a plus de cas de maladie, et ils dénoncent toutes les inepties possibles et imaginables avec lesquelles on nous tient et les moyens très simples de soigner. Il y en a de plus en plus là, de gens du corps médical et des médecins éminents qui témoignent, ou qui témoignent aussi de leur épuisement dans cette situation qui est pour eux. Un pneumologue, là, hier j'ai entendu un pneumologue totalement épuisé parce que de lutter contre tous ces mensonges. Il lui dit clairement que tous les malades qu'il a eus, c'était pas le Covid, mais quand ils sont partis, on les a tous étiquetés Covid. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Des témoignages, il y en a à l'appel. Donc. Mais ça fait partie des horreurs qui ressortent et qui vont peut-être... vous voyez, c'est peut-être ce Mercure balance, là, et il balance des tas de cochonneries, ouais. On n'a pas fini d'entendre certains scandales apparaître. Ben, tant mieux que le masque soit pas respecté. Les Parisiens sont peut-être un peu plus bas. C'est peut-être Vénus en Lion aussi là qui va jouer un peu la Provo là. Ah oui, là elle va jouer la Provo en 9 en plus. Bon ben, ça lui donne de l'altitude, on peut le dire, face à des ordres totalement, mus par les ordres de forces de l'ordre très rigides et obscurs, alors que complètement en désaccord avec la vie, tout simplement. Mars Bélier, là, carré, ça, c'est une fonction vitale. Ouais. Donc, les gens, ils vont commencer à avoir envie de bouger, de danser, de vivre normalement. Parce que je ne sais pas combien de temps on va rester à respirer, sinon. Donc, ça va bientôt finir. On voulait parler d'un truc avant la fin. Est-ce que ça vous convient, là? Oui. Vous avez c'est bon, là, ouais. Michel, oui, Michel. Il voulait parler des antis et contre antis. Voilà. Oui. Moi, ce que je voulais voir, c'est finalement la position de Pluton par rapport à Jupiter et Saturne. Parce que en objet, ils sont conjoints, mais en relation, ils sont conjoints, en héliocentrique, ils sont conjoints. Oui, mais à la différence que en héliocentrique, il y a Saturne qui est passé en Verseau, lui. Voilà, ben, oui, depuis le 3 septembre. Et Jupiter a doublé Pluton depuis le 30 juillet. Et en géocentrique, en fait, il a déjà une fois doublé Pluton.
C'était au printemps. Au mois de juin, il a redoublé Pluton dans l'autre sens. Et il va redoubler Pluton au mois de novembre. C'est pour ça que là, en géocentrique, Pluton est entre Jupiter et Saturne. C'est à cause du mouvement apparent, justement, et de la rétrogradation de Jupiter, qui va s'arrêter, qui s'arrête donc là. Voilà. Donc à partir de maintenant, Jupiter en géocentrique se remet à avancer, donc va être conjoint à Pluton, je crois que c'est en novembre. Et puis il sera conjoint à Saturne le 21 décembre. Tout juste dans le premier degré du signe du Verseau. Voilà ce qui va nous encadrer l'automne. Ouais, ok. L'hiver. 21 décembre, c'est l'hiver. Ce sera le début de l'hiver, puisque c'est le 21 décembre. On a vraiment une année, rappelons-le, marquée par des faits astronomiques, des coïncidences, on pourrait dire, astronomiques assez balèzes, puisque je ne vais pas tous les rappeler, hein, ça a démarré au mois de janvier avec déjà les triples, même quadruples conjonctions. Mercure, Saturne, Pluton en même temps, à l'opposition, donc c'était la conjonction supérieure de Mercure. Et puis on a eu une éclipse de soleil pour le solstice d'été, et donc la conjonction Jupiter-Saturne, la première en Verseau depuis un bail, le 21 décembre. Et c'est ça m'a intéressé de ce dont parle Fanchon Pradalier-Roy, justement, du cycle des conjonctions Jupiter-Saturne en Verseau. Donc effectivement, ça n'était pas arrivé depuis l'époque de Montségur et tout ça, les Cathares et tout ça. Et là, il y a très intérêt de se replonger dans l'histoire et la littérature de cette époque pour en comprendre l'esprit, parce que le peu que j'en ai déjà lu, tout de suite, ça me fait tilt. Pour comprendre l'esprit de cette nouvelle ère. Bon, après, il y avait tout un tas de choses qui étaient différentes, hein, mais donc on en a pour 200 ans à peu près, c'est-à-dire 3 conjonctions Jupiter-Saturne dans le même signe, grosso modo. Donc ça, c'est aussi un. Et après, ça va être le poisson. Et après, ça va être le poisson, et ça va être la religion, là où la. Ah ben on verra bien, mais enfin là, oui, on peut extrapoler, hein, bien sûr, surtout qu'on peut extrapoler en faisant appel à l'histoire et en regardant ce que ça a donné la dernière fois que c'était comme ça. Ben oui. Quelles sont les caractéristiques? Bien sûr, en dégageant le contexte qui n'est pas le même, qui a changé. Donc moins d'1 minute. Alors, je fais des bisous à vous deux. Merci beaucoup, Michel et Christophe, à tous ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, jeudi prochain, 17 septembre, rendez-vous 16h pour la vidéo de la Cagouille Céleste. Et merci aux fidèles d'être toujours là. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Oui.